pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Bonjour mes chers abonnés. Alors oui, en Ukraine, les combats redoublent. Les Ukrainiens lancent des contre-offensives, enfin des offensives vers les troupes russes. Un peu partout sur la ligne de front. Oui, des négociations sont là, et donc, il faut absolument, coûte que coûte, essayer de reprendre du terrain. Nous verrons ce que donneront ces négociations. Ne nous attendons pas à des négociations très courtes. Je ne le crois pas. Alors, la Turquie, M. Erdogan, a des vrais problèmes. Plus d'1 million de personnes dans différentes villes turques. De très gros problèmes pour M. Erdogan. Voilà, et puis Gaza, bien sûr. Gaza, bien sûr, avec de nouvelles frappes et de nouveaux combats à Gaza. Les troupes israéliennes sont revenues dans Gaza. Et donc de nouvelles fuites de la population palestinienne vers des camps de fortune. Voilà, nous en sommes maintenant à énormément de morts. On dit 50 000 morts, uniquement morts par des frappes. Et puis, combien d'autres morts? Là, personne ne le sait vraiment. Voilà, mes chers abonnés, eh bien, c'est la revue de presse numéro 474, je crois, du lundi 24 mars 2025. Bonne lecture. Au revoir. Au contraire, il faut continuer à se battre jusqu'à la Crimée reprise parce que l'économie russe, se porte mal. Et en réalité, il faudrait tenir bon. Est-ce que vous achetez ce discours? Non, mais on a compris que vous n'êtes pas d'accord. Mais on entend les deux points de vue. Non, vous n'avez aucune information fiable là-dessus. C'est de la blague. Ce que vous racontez, c'est de la blague, c'est de la daube. Vous n'en savez strictement rien. Voilà. Quelles sont vos sources? Vous n'en avez aucune. On a nos correspondants. Non. Il n'y a aucune enquête d'opinion sérieuse sur le sujet. Les Ukrainiens, Dany a raison, ils n'en peuvent plus. Et en plus, beaucoup se battent. Non, Luferi. Soyons sérieux. Luferi, vous êtes gentil, puisque vous m'interpellez, je vous réponds. Non, je vous réponds. C'est vous qui me coupez la parole sans arrêt. Donc ça commence à bien faire. Je vous réponds. Donc il y a bien sûr. Je vous dis les choses. On n'est pas là pour discuter avec vous. Il est vrai qu'il y a 50 000. On ne recommence pas les discussions avec vous. Vous êtes là pour nous interviewer, pas pour discuter avec nous. Штурм Сужи начинался, мы с 3 на 4 число на машинах перебросились по подземным туннелям, перешли около 400-500 метров по тоннелю, запрыгнули в трубу. Делали сначала интервал небольшой. Когда пробка началась, появиться, я как бы собрал всю роту, и в течение всех таких 3-4 дней я передвигался на протяжении 50-100 метров между взводами у меня было. Была очень большая нехватка воздуха, кислород выжигался, дырок вентиляционных было очень мало, люди страдали очень сильно, да и тяжело было идти. Получается, каждый пролет по 10 метров мы проходили за один присест 70 метров. 70 метров проходим, 5 минут отдыхаем. 7-8 пролетов делаем таких, 30-40-минутный перерыв, потому что чуть делаешь больше перерыв, потом уже встаешь, ноги ватные, дышать невозможно, все это отхаркивается. То, что там газ проходил, вот эта смола, вот этот вонь, это все это сказывалось на дыхании, начинали задыхаться. Soumis Souja, donc dans le secteur, alors Soumis encadré en bleu. Donc dans l'ancien saillant de Souja, vous le voyez, il ne reste plus beaucoup de territoire aux mains de l'armée ukrainienne. Les Russes continuent sur 3 axes de mener leur contre-offensive pour libérer définitivement le territoire de l'oblast de Koursk.
Alors pour le moment, ils se focalisent pour reprendre la partie contrôlée par les Ukrainiens de part et d'autre de la R200. Je pense qu'ils s'occuperont du dernier petit morceau qui se trouve au sud un peu plus tard, parce que pour y accéder, c'est une zone qui est très boisée, qui est très irriguée, donc c'est plus compliqué de lancer des opérations d'envergure dans cette zone-là en ce moment. Et comme vous le savez, donc depuis quelques jours, hein, quasiment à la fin de la séquence offensive majeure russe autour de Soudja, les Ukrainiens ont lancé une incursion, une attaque. Hein, on vous a mis un article dans Patreon samedi matin pour résumer un peu les ambitions ukrainiennes dans la zone. Donc là où il y a les 3 flèches bleues, on nous dit que depuis hier, jusqu'à hier, les Ukrainiens butaient sur la ligne défensive de la frontière, c'est-à-dire les champs de mines, les dents de dragon, et depuis hier soir, semble-t-il, ils ont réussi, là où la flèche pointe vers le haut, vers ce petit point rouge, ils auraient réussi à ouvrir une brèche dans ce réseau défensif pour pouvoir enfin atteindre le village qui se trouve là, c'est Domivka, excusez-moi, j'ai pas gardé le nom en tête, mais et encore, hein, sans forcément, en fonction des informations qu'on avait ce matin, sans forcément s'emparer du village. Donc pour le moment, on est encore une fois sur quelque chose qui relève de l'offensive BFM, comme dirait Xavier Moreau, ou TikTok, et qui n'a rien donné au bout de 10 jours, parce que là, les Russes les ont vus arriver, c'est un matraquage constant par l'artillerie, l'aviation et les drones russes pour empêcher les assaillants de progresser, et on se demande pourquoi, encore une fois, se lancer dans cette opération-là, pour donner quel résultat sur le plan politique. Est-ce que c'est juste pour s'agiter à Jeddah et dire regardez, bien qu'on se soit fait sortir Manu Militari du saillant de Soudja, on est capable de continuer de lancer des opérations offensives en Russie, tout en faisant, donc encore une fois, tuer du monde, détruire des matériels et compagnie. Donc à Kupiansk, alors Kupiansk est tout au sud de la carte, hein, si vous prenez Dvorichna qui est encadré en rouge au milieu de la carte et que vous descendez plein sud, vous tombez sur Kupiansk. Vous avez donc la tête de pont russe hein, qui s'est développée depuis plusieurs mois maintenant, depuis je crois que c'est novembre, donc à l'ouest de l'Oskol. Donc les Russes continuent, vous voyez les flèches rouges, d'essayer de l'agrandir. Ils ont pris tout au nord, hein, tout en haut de la carte, le village de Topoli, qui fait que leur tête de pont est reliée au territoire historique de la Fédération de Russie, qui se trouve donc en haut à droite de la carte. Ce qui permet donc de faire rentrer des unités par voie terrestre sans avoir à franchir directement l'Oskol en territoire ukrainien. Et donc ça fait peser, je ne cesse de le dire, une menace très importante d'abord sur Kupiansk qui se trouve immédiatement au sud, et la poche ukrainienne qui se trouve à l'est de l'Oskol, toujours au sud de ces positions-là. Et c'est pour ça que les Ukrainiens poursuivent des contre-attaques locales contre le village de Dvorichna, c'est la flèche bleue qu'on a indiquée, pour essayer, parce que vous l'avez bien compris, hein, quand vous regardez les villes ou villages d'importance de ce côté-là de l'Oskol, c'est la localité pivot, carrefour routier,
d'importance avec une route qui part vers l'est, vers le territoire contrôlé depuis plusieurs années par les Russes et donc qui permet d'acheminer des renforts, du ravitaillement et compagnie. Et donc les Russes sont soumis à d'importantes contre-attaques. Alors on nous dit qu'il y a quelques maisons aux abords occidentaux de Dvorishna qui auraient été reprises par les Ukrainiens ce week-end, donc à surveiller parce qu'on voit que les Ukrainiens ont bien compris qu'il fallait pas ou plus laisser ce secteur juste avec des unités pour le défendre, mais qu'il était question de reprendre le terrain, parce que avec la fin du printemps et de la Rasputitsa, ça peut devenir une plateforme de lancement d'une offensive russe d'importance dans cette zone. We're moving closer and we're closer to peace than we ever have been. This started with President Trump talking to both leaders back to back. We then, Secretary of State Rubio and I engaged the Russians, engaged the Ukrainians at our level, and now we have technical teams actually with Ukrainians and Russians in the same facility conducting proximity talks. And the progression will be, we have this ceasefire on aerial infrastructure. That went in place immediately after President Trump's call with President Putin this week. We are now going to talk about a Black Sea maritime ceasefire so that both sides can move grain, fuel, and start conducting trade again in the Black Sea. And then we'll talk the line of control, which is the actual front lines, and that gets into the details of verification mechanisms, peacekeeping, freezing the lines where they are, and then, of course, the broader and permanent peace, which will be some type of discussion of territory for permanent peace and a lasting peace. What the Ukrainians tend to talk about or have talked about as security guarantees. Bonsoir. Vous étiez un peu plus tôt sur la ligne de front et clairement là-bas, il n'est pas encore question de cesser le feu. Oui, alors non, il n'est pas question de cesser le feu. Effectivement, nous nous sommes rendus dans le village de Novopavlivka qui se trouve à 15 km des lignes russes, et on a pu se rendre compte à quel point les Russes utilisaient notamment des drones et des missiles pour frapper ces villages et pour effectivement mettre la pression sur la population, pour la forcer à partir et pour mettre la pression également sur les soldats ukrainiens qui étaient en nombre d'ailleurs, puisque dans ce village, c'est un peu l'endroit où ils viennent se reposer un petit peu avant de retourner au front. Mais ce qu'on a vu, c'est une famille dont la maison a été frappée par un missile, et puis pendant qu'on était là, il y a un premier drone qui est arrivé, qui volait au-dessus. Tout le monde est allé se mettre à l'abri, car si vous vous êtes repéré, il se peut tout à fait que le drone décide de frapper. Il frappe même les civils. Il y a eu de nombreuses vidéos qui le montrent. Et puis, alors qu'on continuait le tournage, un deuxième drone est là aussi passé au-dessus, et là, les Ukrainiens ont ouvert le feu pour tenter de l'abattre. Mais si vous voulez, ça se passe tout au long de cette ligne de front et tous les jours. Et au-delà de ça, je dirais qu'il y a des drones de plus longue portée, les fameux drones Shahed, qui eux sont utilisés toutes les nuits. Alors la nuit dernière, il y a eu 7 morts, notamment 3 dans la région de Kiev et de sa banlieue, des frappes également sur Pokrovsk. Alors ça, c'était Kiev hier soir. Ce soir, à l'heure où je vous parle, il y a une vingtaine de drones qui sont en l'air et qui sont en route vers la région de Dnipro, et notamment aux alentours des positions où je me trouve aujourd'hui. Et puis, on sait que ces derniers jours, donc aujourd'hui Dnipro, hier c'était Kiev, avant-hier c'était Zaporizhzhia, le jour d'avant c'était Odessa, et le jour encore avant ça, c'était Kropyvnytsky, où on se trouvait avec l'équipe et on a pu voir de nos yeux les résultats de ce type de frappe. Donc non, clairement, pas de cesser le feu en vue à ce stade. Pardon. Qu'est-ce que les Européens veulent et qu'est-ce qu'ils peuvent? Alors, je vais commencer par le second point. Sur ce qu'ils peuvent, en réalité, pas grand-chose. Parce qu'à partir du moment où un accord de paix semble se dessiner entre les États-Unis et la Russie, les pouvoirs de contrainte et de pression de ces deux États sur les pays membres de la communauté européenne et les autres, j'y inclus la Grande-Bretagne et la Norvège, évidemment, seront telles qu'il y aura obligatoirement une forme d'alignement qui sera fait. D'autant que si les Américains cessent demain de livrer des armes à l'Ukraine, le pays ne durera pas longtemps. Ce n'est pas les faibles potentialités et capacités des Européens qui permettront à Kiev de lutter plus longuement. Et je dirais en plus, les Américains pourraient aussi décider d'arrêter des livraisons de pièces de rechange, de composants, voire de matériel aux Européens eux-mêmes, ce qui fait que nous ne pourrions pas livrer à l'Ukraine des armements comprenant des pièces américaines. Voilà, ça c'est la situation au cas où
Donald Trump décide de passer en force, nous ne sommes pas pour l'instant encore à ce stade. Quel œil est-ce que vous portez sur cet après-conflit et sur cette bande à l'est de l'Ukraine qui a été conquise par les armes par la Russie? Alors, on saura dans quelques années ou dans quelques siècles. Moi, mon sentiment, c'est qu'ils lâcheront jamais. Jamais. Je veux dire qu'ils sont battus, 500 000 morts et blessés, etc. Jamais. Et ils ont gagné la guerre. Ils vont pas reculer. Et quel est l'intérêt? Quelles qu'en soient les conditions. En plus, grâce à ça, en fait, Poutine se crédibilise énormément par rapport globalement à tous les russophones qui sont à gauche à droite en Europe. Et c'est très embêtant pour nous. Et c'est ça l'inquiétude majeure. Demain, les 33% de russophones qu'il y a dans Lettonie, ils demandent l'assistance et la présence des Russes. Est-ce que les Russes viennent ou pas? Est-ce que dans les pays baltes, c'est un peu compliqué. Est-ce que les Américains les appuieront dans le cadre de l'OTAN ou pas? Personne n'en sait plus rien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, encore une fois, cette Europe, c'est totalement, comment dire, c'est troublé quelque part. Les relations, elles sont pas simples du tout. C'est pour ça que la question des territoires est centrale. C'est inacceptable pour les Ukrainiens. Évidemment, les Ukrainiens ne vont jamais accepter que les oblasts, comment dire, leur soient détachés, puisqu'en plus il y a eu un référendum en 91. Donc ces frontières ont été reconnues. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les Ukrainiens ont un argumentaire, mais les Russes ne vont jamais reculer. Ce qui veut dire qu'il va y aura un débat qui va durer de très nombreuses années autour du contrôle ou de la souveraineté à mettre en place sur les oblasts qui ont été conquis par les Russes en 2022. 조선노동당 총비서이시며 존경하는 김정은 동지께서 3월 21일 러시아 안전리사회 대표단을 인솔하고 우리나라를 방문하고 있는 안전리사회 서기장 세르게이 쇼이구 동지를 접견하셨습니다. Et pour terminer, donc on va parler de Pokrovsk, puisque à Pokrovsk, donc là, je le rappelle, c'est là que se joue le point d'effort maximal offensif de l'armée russe. Donc là encore, les Ukrainiens, ça fait plusieurs semaines que d'une part, ils ont redéployé des moyens et probablement leurs ultimes réserves pour pouvoir contrer l'avancée russe. Alors vous voyez alors Pokrovsk est encadré en bleu, vous voyez les flèches bleues, c'est les attaques de part et d'autre de l'armée ukrainienne pour reprendre le terrain de cette avancée russe qui monte vers le nord pour depuis qu'ils ont coupé la route et la voie ferrée à hauteur de Kotliné pour ensuite remonter vers la E50 et en faire autant, puisque la E50 est également bordée au nord par une voie ferrée elle aussi, donc pour limiter tout ce qui est ravitaillement logistique et renfort de l'armée ukrainienne. Et donc les Ukrainiens lancent des contre-attaques locales de part et d'autre de cette avancée pour la réduire. Et la difficulté pour les Russes, c'est que j'ai mis en pointillé donc cette ligne là sur un axe sud-est nord-ouest. Par rapport, c'est pour montrer leur axe de ravitaillement, mais aussi de progression. Et on comprend aujourd'hui, d'après les retours qu'on a du terrain, que la difficulté pour les Russes, c'est que cette ligne-là qui se déroule sur près de 10 km pour leur logistique, l'avancée de leurs renforts et compagnie, et en permanence, et donc de part et d'autre, du nord et du sud-ouest, ciblée par les drones ukrainiens en permanence, ce qui empêche les renforts d'arriver facilement, qui harasse la logistique et qui la rend difficile, et donc qui empêche les Russes de mener un nouvel assaut vers le nord. C'est-à-dire que là, les Russes sont bloqués parce que leur logistique est entravée en permanence, et leurs renforts sont entravés en permanence par des nuées de drones. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus des Français qui sont morts en Ukraine, mais le gouvernement français, notamment le président Macron, il cache ces morts. Ils disent que c'est des accidents de ski dans les Alpes. C'est par hasard que les colonels et les généraux français tombent sur les skis et donc disparaissent dans la nature. Attendez, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est les informations ça que vous donnez. Piotr, vous dites qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Français qu'on ne le dit qui sont morts, pour parler que des Français, mais enfin, il y a les autres, qui sont morts en Ukraine et qu'on cache, enfin, dont le nombre est caché. Tout à fait, tout à fait. Je vous assure que parmi les mercenaires qui font la guerre contre la Russie aux côtés des Ukrainiens, il y a beaucoup des Canadiens, des Américains, des Français, des Britanniques qui ont été tués et qui malheureusement n'étaient pas même enterrés.
mais il y a aussi des dizaines des spécialistes français qui ont été tués, par exemple, dans l'hôtel de Kryvyi Rog après le bombardement russe. Donc, il y a plein d'exemples, mais malheureusement, on ne retrouve pas ces corps. Et donc, c'est pour ça que l'information aujourd'hui est cachée. Et c'est évident que le gouvernement français n'a aucun intérêt de sortir cette information parce que ça va provoquer la résistance à cette fanfaronnade de Macron sur la présence des soldats français ou sur les qualités de l'armée française en Ukraine. Donc, malheureusement, je peux rien dire. Je peux rien dire du bon sur l'armée française. Moi, j'aimerais bien. Hein, je comprends que pour les Français, c'est un point très sensible, mais malheureusement, vu l'histoire et les derniers événements, par exemple en Afrique, et quand je dis l'histoire, c'est 40 jours de résistance de l'armée française aux Allemands, par exemple. Donc, l'armée française, c'est pas l'armée qui apporte. Vous voulez dire, ce n'est plus l'armée de Napoléon, ça vous voulez dire. Voilà. En plus, l'armée de Napoléon a été composée de plusieurs armées européennes. Nationalités, c'est vrai. Erdogan a prononcé un décret, un oukase d'embastillement de son premier opposant, Ekrem İmamoğlu, qui devait être investi par son parti, donc le CHP, je ne l'ai pas mentionné la semaine dernière, c'est le parti kémaliste, donc celui qui a été fondé dans la continuité de la prise de pouvoir par Mustafa Kemal il y a maintenant une centaine d'années en Turquie. Donc c'est quand même une institution. Ils sont réputés bien sûr pour être... alors c'est difficile de calquer la politique intérieure turque à la nôtre. Mais enfin, le plus important, c'est qu'ils sont réputés pour être laïcs. Mustafa Kemal était un grand admirateur de la Révolution française et de la République qui en était sortie. Et c'était son rêve pour la Turquie d'arriver à mettre en place une république laïque qui soit débarrassée, non pas de l'islam, mais qui soit débarrassée du rôle politique dans la vie politique et sociale de l'islam dans l'ancien empire ottoman, donc dans la Turquie qui est née il y a un peu plus de 100 ans suite au traité de Sèvres notamment. Pourquoi organiser un dialogue avec les Européens? Pourquoi? Pour quel but? Pour prouver que nous avons raison et ils ont tort? C'est eux qui ne veulent pas le dialogue, c'est eux qui entendent des sanctions contre la Russie, c'est eux qui continuent le rhétorique anti-russe dans tous les médias. Donc dans cette situation, le dialogue est impossible. Ils sont nos ennemis en fait. Il faut être clair, ils sont nos ennemis. Et en dialogue avec un ennemi, c'est possible, mais soit il reconnaît que tu as gagné, et après ça on commence un dialogue sur le sujet de l'Europe après-guerre. Quelle sera l'Europe après-guerre? Où seront les frontières? Comment on va régler tout ça? Comment on va réformer l'ONU? Il y a plein de sujets pour le dialogue. Mais pour l'instant, l'Europe n'est pas prête. On va attendre, on a le temps, on a l'éternité devant nous. Et les leaders européens, ils se changent comme les singes dans le zoo. Donc ils sautent, il y a un Premier ministre, un président réélu. Donc on va attendre que une nouvelle génération arrive, qu'arrivent les leaders qui comprennent qu'avoir le dialogue avec le plus grand pays de l'Europe, la Russie, c'est indispensable pour un petit morceau de l'Europe qui s'appelle l'Union européenne. Qui comprennent qu'aujourd'hui l'Union européenne rappelle l'URSS des années 80. Maintenant, qu'est-ce que les Européens veulent? Alors, c'est à la fois incompréhensible et compréhensible par certains aspects. On voit effectivement l'obsession, la distorsion de réalité chez l'ensemble des pays de l'Union européenne, je dirais sous impulsion française et britannique, avec différentes
avec différentes origines. D'abord, les Britanniques, il faut le rappeler encore une fois, ont un atavisme terrible contre la Russie. Ce sont vraiment depuis bien longtemps, mais on va dire depuis le 19e siècle, depuis le milieu du 19e siècle, ils font une fixation sur la Russie. Il y a eu la lutte entre leurs empires coloniaux, je dirais à la fois dans le Caucase, en Asie centrale, en Europe. Ensuite, ça a été la lutte contre le communisme. Les Anglais ont vraiment une espèce d'obsession anti-russe. Et puis surtout, d'abord, deux autres choses. Les Anglais ont été de tous les pays européens ceux qui ont le plus investi dans leurs dons en Ukraine. Près de 15 milliards de dons, c'est plus que par exemple que la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal cumulés. Je crois que ça fait 2 fois plus que les 4 pays latins cumulés. C'est bien plus que l'Allemagne aussi. Et puis ensuite, les Britanniques auraient signé un accord avec Zelensky pour exploiter les terres rares. Donc ça veut dire que sur ces deux derniers aspects, hors la haine qu'ils portent aux Russes, il y a des intérêts économiques assez forts pour eux et qui les placent finalement en première ligne en concurrence avec les Américains, parce que l'accord que Donald Trump, sans vouloir signer avec Zelensky, contrevient directement aux intérêts britanniques. Donc on peut considérer d'une certaine façon qu'il y a une logique côté Grande-Bretagne, et puis il ne faut pas oublier cette culture qu'ont les élites britanniques de vouloir dominer le continent européen, de garder un vieux fond d'impérialisme. Alors ça peut paraître suranné, ça peut paraître idiot, mais au moins ont-ils encore une forme d'ambition nationale chez toutes les élites. Côté français, nous sommes aujourd'hui dirigés par un chef de l'État qui exploite à 200% cette crise ukrainienne pour se maintenir au pouvoir dans des conditions décentes. Il a perdu les élections législatives de l'an dernier, donc nous devrions assister à une véritable cohabitation, comme nous l'avons connu en 86 et puis en 88 de mémoire, en 86 pardon, et à plusieurs reprises, mais il fait tout pour ne pas se retrouver en situation de cohabitation en jouant sur un certain nombre de choses en interne. Et puis, on sent que ce président de la République a une volonté européiste extrêmement affirmée, qui pour lui est, semble-t-il, la seule solution d'avenir, et tous ses efforts semblent bien de faire en sorte que la France soit intégrée y compris de force, en tout cas sous la contrainte d'événements qui facilitent sa stratégie, dans un ensemble européen, sans bien sûr recourir au moindre référendum et à la moindre consultation du peuple français. Donc cette obsession européiste fait que, d'une part, la dette, d'autre part, la crise ukrainienne facilite sa stratégie, parce que sur le plan financier, il nous sortira sûrement dans quelque temps que la France n'étant pas capable de se débrouiller seule, vu son niveau d'endettement, il faut qu'elle s'adosse aux autres pays européens. Et puis la guerre en Ukraine est utilisée également pour dire, il nous faut une armée commune, d'où la réunion des chefs d'état-major de 34 pays récemment à Paris et aujourd'hui à Londres. Donc ça semble être cette politique, et ça expliquerait qu'il ait depuis longtemps dissous le corps diplomatique, dissous le corps préfectoral, annoncé qu'il n'y avait pas de culture française, qu'il n'y avait pas d'universalisme français, qu'il veut également partager la dissuasion nucléaire européenne. C'est totalement ahurissant, c'est totalement irréaliste sur un plan stratégique, mais en tout cas, semble-t-il, cet homme a l'air déterminé de suivre cette ligne-là, et peut-être envisage-t-il non pas de succéder à Von der Leyen, mais de prendre la tête d'un super État européen dont il serait le dirigeant. C'est vrai qu'on a, depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, même si le président Macron a essayé de rester connecté avec le Kremlin quelque temps, très rapidement, Poutine l'a battu froid, comme on dit, donc il a renoncé. Donc en fait, Poutine ne parlait avec plus personne, en tout cas pas avec les Européens. Donc c'est vrai que progressivement, on a fini par couper les ponts complètement. On s'est engagé derrière l'Ukraine, mais en même temps, on a toujours dit très clairement qu'on n'était pas en guerre contre la Russie. Donc on aurait pu garder une espèce de sas, quelque chose, pour garder le contact. Donc ça, c'est le premier point. Et encore, il y a quelque temps, il y a un ministre qui disait très clairement qu'il était hors de question de parler avec Poutine. Donc dans ces conditions-là, il ne faut pas s'étonner qu'il ne nous invite pas. Puis le deuxième point, c'est Trump. Trump, en toute sa campagne, nos principaux dirigeants ont passé leur temps à expliquer que Trump était un imbécile et qu'il fallait que ce soit Kamala Harris qui soit élu. Alors évidemment, quand Trump est élu, il a un peu de mémoire. J'imagine qu'on lui a fait une fiche. Il sait exactement qui lui a taillé les croupières ou pas. Donc c'est vrai que c'est un peu la rançon de la gloire, quelque part, ou de la non-gloire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces deux chefs d'État, ils se disent, les Européens, on ne peut pas compter sur eux.
dangereux. Ils vont nous critiquer, etc. Ils le font depuis des années. Donc en fait, ils sont pas fiables. Et malheureusement, c'est ça qui nous arrive. C'est qu'en fait, c'est le cauchemar. C'est une espèce c'est le scénario catastrophe dans lequel les deux principaux pays au monde, avec la Chine bien évidemment, mais qui en fait en appui derrière Poutine bien évidemment. Donc vous avez une espèce de reconstruction de ce monde, je dirais multipolaire ou en tout cas bipolaire dans la multipolarité. Et on retrouve en fait le retour des grandes puissances. Et malheureusement, on n'est pas compté puisque tous ces États ne travaillent jamais en multilatéral. Jamais les Chinois, Xi Jinping ne parle jamais à l'ASEAN, il parle bilatéral toujours. Poutine fait la même chose et Trump fait la même chose. Donc le problème, nous, on a mis en place la multipolarité, donc l'Europe à l'avant, mais aujourd'hui que je sache, Trump ne calcule même pas von der Leyen. Kissinger disait d'ailleurs l'Europe quel numéro de téléphone. Et les Russes continuent de mener des frappes, mais pas contre les centrales électriques ou contre ou les centrales nucléaires, bien évidemment, mais ça, ils ne l'ont jamais fait. Mais en tout cas, les installations, les transformateurs ou ce genre de choses, les Russes ne ciblent plus. Eux, ils respectent ça. Ils ont dit, voilà, on fera plus les infrastructures énergétiques, donc ils le font. Par contre, les Ukrainiens, eux, continuent de le faire en visant notamment tout ce qui est dépôts pétroliers, même dans la profondeur du territoire russe. Donc cette histoire de cessez-le-feu va probablement être un des premiers éléments qui va revenir sur la table dans les heures qui viennent, et on va nous annoncer, oui, voilà, ça y est, ils ont trouvé un terrain d'entente, au moins là-dessus, va y avoir un accord, hein, mais n'oublions pas que l'essentiel, c'est que tout ça a été complètement, à mon avis, orchestré entre Russes et Américains avant, et que maintenant, il s'agit de faire avaler la pilule aux Ukrainiens. Qu'est-ce que peut obtenir Trump dans ce cadre que vous venez de décrire? Qu'est-ce qu'il peut demander, exiger de la Russie? Mais moi, je pense qu'il va rien demander. Là, on voit bien dans la discussion, lui, ce qu'il veut, c'est il veut une forme de paix. Lui, ce qu'il veut, c'est se débarrasser du problème. Il n'a pas du tout la temps. À part les terres rares, il a une espèce de fixette sur les terres rares, quel que soit le pays, il parle de terres rares toute la journée. Bon, là, je sais qu'au Congo, il discute avec les Congolais à Kinshasa pour éventuellement récupérer les terres rares. Bon, il y a une fixette, ça, c'est sûr, on va pas le changer. Mais je pense que sur l'Ukraine, je pense qu'il n'a pas d'objectif particulier. Moi, je pense que le modèle isolationniste américain joue à plein. Donc, il est sur un modèle de ce qu'on appelle le modèle des tubes. Hein. Il y a un modèle américain avec une prééminence américaine sur l'ensemble du continent américain. Il y a une prééminence russe, c'est comme ça qu'ils voient les choses, sur le continent européen, et évidemment africain, et évidemment le Moyen-Orient. Et puis une prééminence chinoise sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Donc on retrouve une vieille stratégie, une vieille logique de la prééminence des grandes puissances sur les zones qui sont autour d'eux. C'est pour ça qu'en fait que Trump, dès qu'il est arrivé aux affaires, il a commencé par dire qu'il voulait aller au Groenland, récupérer le Groenland, faire du Canada le 51e État, Panama, on va le récupérer parce que c'était à nous avant, et puis le Mexique, vous n'avez pas intérêt à bouger. Donc le problème, on voit que lui, sa logique, elle est vraiment continentale, elle est pour lui. C'est pour ça que l'Ukraine a du souci à se faire. C'est pour ça que Zelensky et nous, Européens, on réalise aujourd'hui qu'en fait, Trump, c'est pas son sujet. Il se débarrasse d'un problème. Il voulait pas la guerre. On voit bien qu'à Gaza, il a essayé de le faire. Il répète ça en permanence. S'il avait été au pouvoir, la guerre n'aurait jamais eu lieu, parce qu'en fait, il aurait dit aux Ukrainiens, vous n'avez pas une arme, vous n'avez rien. Donc là, il est un peu prisonnier des logiques, la logique de Biden, qui a effectivement alimenté massivement, avec des sommes relativement importantes, à aider l'Ukraine, 61 milliards, de l'armement de tous les côtés, etc. Et là, on voit qu'il ne l'aurait pas fait. Donc évidemment, les Ukrainiens n'auraient pas pu faire la guerre. Ceci étant dit, aujourd'hui, les Ukrainiens ont fait des progrès, ils savent fabriquer des drones, etc., etc. Et puis il y a quand même l'Europe qui est derrière. Donc encore une fois, la situation, nous, on aimerait que ce soit un jeu à 3, mais c'est un jeu à 2, mais on aimerait un jeu à 3. Donc on verra dans les semaines qui viennent si l'Europe arrive à exister. Est-ce qu'il va falloir remettre un coup de pression à Zelensky, comme l'avait fait Donald Trump à la fin de l'entretien dans le bureau ovale? Voilà, c'est là les seuls inconnus, c'est là la manière dont ça va se dérouler et dont surtout ça va être présenté au grand public. Parce que pour moi, sur le fond, tout est déjà réglé entre les deux parties, russes et américaines. Comme le disait François Martin la semaine dernière, l'Ukraine, c'est le dernier des soucis de tous ces gens-là. Le but, on le voit bien dans les discussions dont on nous parle, c'est que les Américains puissent retrouver des contrats en Russie, que les Russes voient les sanctions économiques contre eux être levées.
bref, que la normalisation, c'est ça le plus important. Et je n'oublie pas, parce que ça, beaucoup de gens le passent complètement pour perte et profit, c'est qu'il y a aussi des négociations ou au moins des discussions entre Russes et Américains sur ce qui se passe au Proche-Orient, avec la Syrie, bien sûr, parce qu'il y a des troupes américaines et il y a encore des troupes russes à Tartous et l'attaquer, mais ce qui se passe, bien sûr, avec Israéliens et Palestiniens. Au milieu de tout ça, nous avons toujours cette agitation de Macron, de Starmer, des Européens, pour essayer de trouver un moyen, eux aussi, quelque part, ils sont un peu comme Donald Trump, c'est de gérer la défaite, de la rendre présentable, mais sans vouloir l'accepter. C'est-à-dire qu'autant Trump, il semble évident que, bon, de toute façon, l'Ukraine, il s'en fiche, donc on laisse tomber, mais les autres, la problématique, c'est que eux ont pas envie de laisser tomber, parce qu'ils sont complètement prisonniers de leur hubris et de leur vision complètement folle, et que du coup, eux, ils continuent de s'agiter. Alors, je rappelle à tout le monde que tout ça, c'est beaucoup de bruit pour rien, il va rien se passer, parce que même si on continue d'envoyer quelques munitions, quelques armements ou ce genre de choses, l'affaire, sur le plan militaire, elle est pliée. Voilà, donc il n'y a pas besoin de s'énerver. Et si à tout moment les Américains décident de dire aux Européens, bon là, vous arrêtez de vous agiter, ça suffit, ils couperont le renseignement comme ils ont déjà réussi à le faire, à utiliser ce levier-là pendant, semble-t-il, donc 36-48 heures. S'il faut recommencer, ils recommenceront. S'il faut que ça aille plus loin, ils le feront à plus grande échelle, puisqu'il y a un doute sur le fait que ça concernait le renseignement immédiat sur la ligne de front. Donc voilà, il y a plein de leviers encore entre les mains des Américains pour dire maintenant, vous faites ce qu'on vous dit et vous vous taisez. Il faut rappeler en amont que côté américain, il y a une très nette compréhension et une réelle acceptation que la stratégie américaine en Ukraine et contre la Russie a été un échec. Il faut rappeler que cette stratégie avait été initiée depuis longtemps par les néoconservateurs américains, essentiellement démocrates. On le retrouve dans le livre de Brzezinski, le Grand Échiquier. C'est la stratégie qu'avait lancée Biden, et cette stratégie a été un échec. Elle est assumée, elle est reconnue et assumée par Trump et par Vance, qui le disent, la presse américaine en parle, ils reconnaissent ça. Donc leur but, c'est de sortir le plus vite d'une situation qui a été un échec pour eux, parce que ça n'a plus de sens de continuer. Ils ont d'autres objectifs en tête qui sont d'abord le maintien de la primauté américaine, mais qui peuvent être le canal de Panama, le Groenland, pourquoi pas le Canada sous une forme ou sous une autre, et puis surtout une forme de compétition, si ce n'est l'affrontement avec la Chine. Donc ça, c'est vraiment leur objectif. À partir de ce moment-là, vu que ce sont des gens très pragmatiques, ils se rendent compte que la Russie, finalement, n'est pas un adversaire, parce que d'abord, le but de la stratégie néoconservatrice, c'était d'aspirer la Russie dans le camp occidental. Donc Trump le fait de façon différente, en disant « nous allons nous entendre avec eux, on va arrêter cette guerre qui est d'abord une boucherie, mais qui en plus ne sert plus nos intérêts, et on va essayer de raccrocher d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas de placer la Russie dans une situation neutre, qu'elle ne continue pas à se jeter dans les bras de la Chine, comme la stratégie de l'équipe Biden a conduit à le faire. » L'actualité internationale également à 8h05, c'est à Riyad en Arabie Saoudite. Les négociations sur la paix en Ukraine se poursuivent ce lundi. Après une rencontre productive selon les Ukrainiens hier, les émissaires de Donald Trump vont échanger aujourd'hui avec la délégation russe. Discussion qui s'annonce difficile selon le Kremlin, alors que la trêve sur les infrastructures énergétiques évoquée la semaine dernière n'est toujours pas entrée en vigueur. Les Américains veulent obtenir cette fois un cessez-le-feu en mer Noire, une étape qui semble assez facile à négocier, Caroline Baudry. Dans la mer bordée par les deux belligérants, les combats ont cessé depuis plusieurs semaines. Les Ukrainiens ont coulé 20% de la flotte russe qui s'est repliée à l'est. Alors Vladimir Poutine n'a ici rien à perdre, selon le général Olivier Kempf, directeur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. La flotte russe de la mer Noire, elle est effectivement entravée par toutes les innovations agressives des Ukrainiens qui empêchent à cette flotte russe de manœuvrer. Oui, les Ukrainiens avaient gagné ce combat. D'un point de vue opérationnel, cette trêve partielle aurait peu de conséquences, mais elle serait essentielle pour la diplomatie russe, résume le spécialiste. Poutine, il n'est pas forcément intéressé par les résultats de la négociation, mais est intéressé par la négociation avec Trump. Il doit faire attention à ne pas brusquer Trump. Ce cessez-le-feu maritime était le plus facile à obtenir, et c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Pas dire que c'est nul,
dire c'est une étape, la machine avance, lentement mais elle avance. Car l'agresseur russe n'est pas pressé de franchir la prochaine marche vers un cessez-le-feu total, ajoute l'expert, un accord qui n'accepterait qu'à ses propres conditions. Denmark, which controls Greenland, it's not doing its job and it's not being a good ally. So you have to ask yourself, how are we going to solve that problem, solve our own national security? If that means that we need to take more territorial interest in Greenland, that is what President Trump is going to do, because he doesn't care about what the Europeans scream at us. He cares about putting the interests of America's citizens first. Et en effet, comme vous le disiez, nous allons vers un nouvel ordre mondial. En tout cas, on en voit les prémices. Et ce que l'on voit le mieux, c'est bien sûr la disparition de l'ordre ancien. Alors, il y a deux choses à dire. La première, à mon sens, c'est que nous venons de terminer une période de 3 décennies qui a été une période intermédiaire entre la fin de la guerre froide et le début d'un nouvel ordre mondial dont la définition n'est pas encore tout à fait fixée. Ces 3 décennies qui vont en gros de 1990 à 2021 ont été dominées par un unilatéralisme des Américains qui en ont profité pour tenter de faire avancer leur position partout dans le monde, et puis par le terrorisme islamique. Voilà, ça a été les 2 grands domaines. Alors, ça ne veut pas dire que les États-Unis vont perdre leur position dominante tout de suite, ça ne veut pas dire que le terrorisme islamique va disparaître, mais on rentre dans un monde qui, à notre sens, peut prendre 2 directions. Probablement un monde qui ira vers plus de multilatéralisme, progressivement, parce que les États-Unis, finalement, comme l'Europe, malgré ses défauts, ne sont pas des groupes d'États ou des États qui vont s'écrouler rapidement. Donc, même s'il y a une forme de déclin, de déliquescence, elle va prendre du temps. Et pour les États-Unis, la dédollarisation est irréversible, mais elle ne va pas se faire en 10 ou 20 ans, ça va être plus long. De la même façon, la montée des BRICS et des pays dits du Sud global se fait progressivement, même s'ils ont dépassé aujourd'hui en termes de PIB les pays du G7. Il faut rappeler que les BRICS, c'est plus une alliance, une entente objective entre États qu'une véritable composante unie et homogène. Et la deuxième option à laquelle nous pensons, mais qui me semble, du moins je l'espère, moins probable, c'est celle d'une nouvelle guerre froide entre les blocs, entre un bloc dit occidental et un bloc qui pourrait être russo-chinois. Mais je pense que l'évolution depuis l'élection de Donald Trump est en train de conduire à l'abandon de cette seconde hypothèse, vu les discussions, les rapprochements qui ont lieu entre Moscou et Washington. C'est en train de terminer ça. Alors peut-être y aura-t-il une espèce de guerre froide entre les États-Unis et la Chine, mais la Russie et l'Europe n'y seront pas nécessairement associés. Je viens de demander à la gouverneure générale de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections pour le 28 avril, et elle a accepté. Nous sommes confrontés à la crise la plus importante de notre vie en raison des actions commerciales injustifiées du président Trump et de ses menaces contre notre souveraineté. Notre réponse doit être de construire une économie forte et un Canada plus sûr. Le président Trump prétend que le Canada n'est pas un vrai pays. Il veut nous briser pour que l'Amérique puisse nous posséder. Nous ne laisserons pas cela se produire. Les relations entre les 2 pays se sont détériorées depuis l'imposition par Donald Trump de droits de douane au Canada et sa menace d'annexer ce pays pour en faire le 51e État des États-Unis. Les prochaines élections canadiennes ne devaient avoir lieu que le 20 octobre, mais Mark Carney espère profiter de la remontée du Parti libéral du Canada dans les sondages depuis janvier, lorsque Donald Trump a commencé à menacer le Canada et que l'ex-premier ministre Justin Trudeau a annoncé sa démission. Avant l'annonce de M. Carney, le chef des conservateurs, Pierre Poilievre, a lancé la campagne électorale de son parti et a déclaré qu'il s'opposerait à Donald Trump et à ses menaces d'annexion. Les sondages de dimanche indiquent que les libéraux sont en tête, mais que les conservateurs rattrapent leur retard. C'est une nouvelle attaque israélienne qu'a subi le sud de Gaza ce dimanche. Après l'attaque, l'armée israélienne a lancé un appel à évacuer le quartier de Tel al-Sultan à Rafah avant de l'encercler. Sur place, des familles palestiniennes, plusieurs fois déplacées par la guerre, ont été contraintes de nouveau fuir la ville.
Nous étions installés et nous avons rassemblé quelques affaires pour nous installer dans le camp. Tout à coup, ils nous ont dit d'évacuer. Mon mari est aveugle et a commencé à courir pieds nus et mes enfants couraient. Nous étions tous confus et nous ne savions pas où aller. Nous sommes sortis dans la rue et ils ont demandé que personne ne reste ici. Israël a aussi lancé des opérations à Beth Hanoun, dans le nord du territoire, durant lesquelles des avions de combat ont frappé plusieurs cibles du Hamas. Alors que l'attaque a duré toute la nuit, plusieurs habitants de Rafah ont rapporté avoir été les cibles des armes israéliens alors qu'ils exécutaient l'ordre d'évacuation au petit matin. C'était une nuit difficile. Nous n'avons pas encore dormi et nous sommes toujours réveillés et nos enfants ont peur. Ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils ont peur. Nous sommes ici depuis 1 an et 6 mois. Pourtant, ils ont dit que c'était une zone sûre. Après des semaines de désaccord avec le Hamas sur la façon de poursuivre la trêve, Israël a rompu celle-ci le 18 mars avec ses bombardements massifs sur Gaza, suivis d'opérations terrestres. Depuis la reprise de ces opérations militaires israéliennes, plus de 600 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, selon le Hamas. Donc dans la bande de Gaza, on a eu de nouveau des frappes israéliennes qui ont tué plusieurs dizaines de Palestiniens, y compris, donc selon les renseignements israéliens, des cadres du Hamas. Hein. Là, vous avez la photo du docteur Salah al-Bardawil, qui était membre du bureau politique, qui donc aurait été tué dans cette frappe, enfin dans une de ces frappes, avec son épouse, alors qu'il se trouvait donc dans le secteur de Khan Younis. Alors, est-ce que c'est directement une frappe ou est-ce que c'est une opération terrestre, hein? Là, en fonction des informations, il y a pas de clarification définitive sur la cause de sa mort, mais enfin, en tout cas, c'est l'armée israélienne qui l'a tué, ça c'est une certitude. Dans le sud de l'enclave, donc il y a eu l'encerclement, donc là par vraiment les troupes au sol israéliennes du quartier de Tel al-Sultan, en demandant donc aux habitants encore une fois de se déplacer. Hein, donc là, les gens sont revenus à ce qui s'est passé pendant toute l'année 2024, à savoir que au gré des opérations terrestres israéliennes, on les pousse à droite, à gauche, dans la bande de Gaza, dans des endroits où ils ont rien pour les accueillir, rien pour les abriter, ce qui va, en plus des frappes et des combats, poursuivre l'hécatombe. Hein, je ne sais plus à combien, je crois que on a franchi le seuil des 40 000 morts dus au combat et aux frappes, et comme je n'ai cessé de le dire, par rapport à l'étude publiée par le Lancet l'été dernier, si on ajoute à ça les gens qui sont morts des conséquences de la guerre, c'est-à-dire la destruction des infrastructures, le manque d'eau, le manque de soins, les gens qui étaient hospitalisés, qui sont morts faute de pouvoir continuer d'être soignés, etc., on doit malheureusement dépasser les 200 000 morts dans la population gazaoui, dont, sur ces 200 000 morts, d'après ce que disent les uns et les autres en termes d'évaluation des pertes du Hamas, il y aurait peut-être maximum, 6 000 combattants, 6, peut-être 8 000, en tirant vraiment très, très fort sur la corde, 8 000 combattants du Hamas qui auraient été éliminés. Nous sommes tout d'abord en Turquie. Bonjour, Maud Blaré. Bonjour. Vous êtes à Istanbul pour Europe 1. Alors, de quoi parlent les journaux stambouliotes ? De la 5e journée de mobilisation en Turquie depuis l'arrestation du maire d'Istanbul, et le chef du principal parti d'opposition a appelé à continuer, écrit le quotidien Cumhuriyet. Mercredi, le principal rival du président Recep Tayyip Erdogan a été arrêté, ce qui a provoqué la colère dans le pays, résume Aposto. Il est désormais en détention provisoire pour des accusations de corruption. Le maire nie les accusations et dénonce des opérations politiques contre lui, explique la BBC Turkcé. Des centaines de milliers de personnes sont venues devant la mairie d'Istanbul, détaille Syndicat, qui évoque aussi l'usage massif de gaz lacrymogène par la police. Beaucoup d'étudiants sont dans la rue chaque soir. Ils évoquent les pressions sur les libertés et les droits fondamentaux, le déclin de la démocratie et les conditions économiques, résume la Deutsche Welle Turkcé.
matin, il y a eu quelques manifestations importantes, notamment à Istanbul, Izmir et voire Ankara. Mais là, depuis, c'est quasiment les prémices d'une révolte et pourquoi pas d'une éventuelle révolution, parce que comme vous le voyez donc sur la carte qu'on vous a affichée, il y en a partout, quasiment dans tout le pays, hein, dans toutes les villes de grande importance ou les villes moyennes. C'est vraiment quelque chose qui s'est répandu comme une traînée de poudre. Et donc c'est des manifestations, parce que, alors bien sûr, le gouvernement essaye de les restreindre, hein, donc ça a donné lieu à des affrontements, vous le voyez sur les images qui sont en dessous de la carte, hein, ça s'est pas passé de manière complètement pacifique, hein, puisque donc la police a fait usage de gaz lacrymogène sur les manifestants. Les médias d'opposition estiment qu'au total, il y a eu plus d'1 million de Turcs dans la rue, donc là encore, on n'est pas sur des petites manifestations de quelques dizaines de milliers de personnes de ci, de là, hein, il faut qu'il y ait quand même plusieurs centaines de milliers de personnes dans notamment les grandes villes pour arriver à un chiffre pareil. Parallèlement, comme d'habitude, alors les slogans, hein, c'est Erdogan démission, hein, bien évidemment. Certains évoquent que la révolution serait la seule voie pour en sortir, parce que c'est vrai que le pouvoir d'Erdogan paraît de plus en plus autoritaire. Alors je vais pas employer le mot dictatorial parce que c'est pas le bon mot, mais c'est autoritaire et illibéral. Donc certains pensent que la révolution est la seule solution, hein. Je rappelle qu'en Turquie, les changements politiques se font parfois avec les élections, mais parfois aussi avec l'intervention directe de l'armée pour régler ce genre de problème. Ou alors avec un coup d'État comme celui qui a avorté en 2016, à l'été 2016, et qui visait à déjà remplacer Erdogan, alors en mettant à sa place vraisemblablement un candidat téléguidé par Washington, hein. Ça, faut pas non plus l'oublier. Ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui, c'est vous présenter de manière tout à fait transparente nos questions et la réponse que vous verrez en vidéo de ce candidat à la présidentielle, Georges Simion, en Roumanie. Et puis ensuite, évidemment, de revenir sur l'ensemble des questions autour de ce candidat. Évidemment, vous vous rappelez de ce qui s'était passé pour Călin Georgescu, hein, qui était complètement exclu de la course à la présidentielle de manière antidémocratique. On va revenir sur ce candidat exclu et sur ce nouveau candidat qui apparaît, Georges Simion, que nous avons pu interviewer, mais qui n'a pas répondu à l'ensemble de nos questions. Ce sera donc l'objet de la deuxième partie, on va dire, de ce clairon avec Guy de Lafortelle. Mais pour commencer, eh bien, allons sur cette interview de Călin Georgescu, donc, qui va être recollée, on va dire. On va décoller les blocs de réponse de Georges Simion tout de suite. Vous allez entendre ma première question à lui. Alors... Bonjour Georges Simion, quelle est votre opinion sur la décision de la Cour constitutionnelle roumaine d'interdire à Călin Georgescu de se présenter à l'élection présidentielle roumaine? Thank you for having me on your show. Merci de m'avoir invité dans votre émission. La décision d'exclure Călin Georgescu de l'élection est ni plus ni moins une attaque contre la démocratie. La Roumanie est censée être un pays libre, une démocratie européenne. Mais nous avons assisté à des manœuvres politiques qui appartiennent à une époque que nous pensions avoir laissée derrière nous. Il ne s'agit pas d'un homme ou d'un candidat en particulier, il s'agit du droit fondamental des Roumains de choisir leurs dirigeants. Lorsque les institutions agissent pour éliminer la concurrence au lieu de garantir des élections équitables, c'est l'ensemble du processus démocratique qui est, à mon avis, compromis. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi Călin Georgescu a été banni, mais pourquoi les élites politiques et les personnes au pouvoir craignaient sa présence sur le bulletin de vote. Cela devrait préoccuper tous les Européens qui croient aux élections libres. Alors, la semaine dernière, nous avons reçu la journaliste roumaine Josefina Pascal dans notre émission, et celle-ci a affirmé que cette annulation donc de Călin Georgescu, était le résultat d'une ingérence étrangère, notamment une ingérence du gouvernement français et particulièrement d'Emmanuel Macron. Pouvez-vous confirmer ou infirmer cette information? Et plus largement, percevez-vous une ingérence étrangère européenne dans ce qui s'est passé en Roumanie? Yes, oui. Josefina a raison. Je peux confirmer ce qu'elle a dit. Ce que je peux également confirmer, c'est que l'élite politique roumaine a toujours fait passer les intérêts extérieurs avant la volonté de son propre peuple.
Y a-t-il eu des pressions étrangères? Eh bien, il est difficile de l'affirmer avec certitude à cause du manque de transparence dans ces décisions. Cependant, nous avons vu des signes inquiétants, des rapports externes, des visites diplomatiques et des déclarations de hauts fonctionnaires européens qui ont coïncidé directement avec des manœuvres politiques clés en Roumanie. La France, en tant qu'un des acteurs les plus influents, a la responsabilité de soutenir la démocratie pour ne pas être perçue comme s'ingérant dans les élections d'une nation souveraine. Et dans les médias français qu'on appelle mainstream, vous êtes présenté comme candidat nationaliste d'extrême droite, c'est l'étiquette. Que pensez-vous de cette étiquette? Et pourriez-vous résumer vos positions sur les sujets suivants? La guerre en Ukraine, les relations entre les États et l'Union européenne et les relations avec l'OTAN. Yes. Of course we can. This far-right Oui, label bien sûr. Cette étiquette d'extrême droite et de nazi est malhonnête et vise à déclencher la panique pour éviter un vrai débat. C'est une tactique. Si vous parlez de souveraineté, vous êtes d'extrême droite. Si vous critiquez Bruxelles, vous êtes pro-russe. Si vous voulez des salaires équitables et des frontières contrôlées, vous êtes extrémiste. Parlons de faits plutôt que d'étiquettes. La Roumanie veut la paix en Ukraine. Nous sommes en première ligne de cette guerre et personne n'a plus intérêt que nous à la désescalade. La Roumanie a fait preuve de solidarité. Elle a fourni l'aide humanitaire et aidé les réfugiés ukrainiens. Mais nous devons nous demander combien de temps cette guerre va continuer. Comment assurer la sécurité dans notre région? Le leadership implique de faire pression pour des solutions diplomatiques et pas seulement de suivre les ordres. La guerre brutale de la Russie contre l'Ukraine doit cesser. Il ne sert à rien de prolonger cette guerre inutile et la paix doit venir avec de nouvelles garanties de sécurité. Maintenant, à propos de l'UE, la Roumanie a sa place en Europe, mais nous devons cesser d'être des suiveurs passifs de Bruxelles. Nous devons négocier plus fermement, lutter pour nos industries et veiller à ce que les fonds de l'Union européenne profitent réellement au peuple roumain et pas seulement aux élites corrompues et avides que nous avons au sein de notre gouvernement. Alors, dans les autres questions qu'on aurait eues, il y a tout d'abord dans la première question que vous avez posée dans l'entretien qu'on vient de diffuser et traduire, Monsieur Simeon dit « La vraie question est de savoir pourquoi les élites politiques et les personnes au pouvoir craignaient sa présence sur le bulletin de vote. » Sa présence, pardon, c'est Călin Georgescu. Cela devrait préoccuper tous les Européens qui croient aux élections libres. Effectivement, ça nous préoccupe. Et donc, là, on aimerait bien que Monsieur Simeon y réponde. Quelles sont les raisons, selon vous, et pourquoi les autorités, surtout, ont-elles validé la candidature de M. Simeon et pas celle de M. Georgescu? Ça, c'est une question très importante. Une autre question, dans un autre entretien que M. Simeon a accordé aux médias Omerta, il affirme être le garant d'élections libres en Roumanie. Et ça, je vous avoue, ça m'a fait un peu sauter sur ma chaise parce que est-ce que les élections de mai prochain, donc les élections présidentielles, peuvent-elles être qualifiées de libres alors que M. Georgescu, le candidat favori, est empêché de se présenter? Troisième question. M. Simeon a affirmé dans la presse roumaine qu'il voulait rendre à M. Georgescu la place qu'il mérite. Ou encore, dans un autre média, dans une vidéo, enregistrée, nous devons revenir à la normalité. La normalité aurait été que M. Georgescu puisse être élu président à la suite d'un second tour équitable. Alors ce message peut être légitimement interprété comme une sorte de volonté de démissionner de la part de M. Simeon en cas de victoire, afin d'organiser le fameux second tour annulé en décembre dernier. Donc on aimerait savoir si M. Simeon peut préciser ses intentions à la suite de ces déclarations, et en tout cas comment est-ce qu'il entend, je le recite, revenir à la normalité et que M. Georgescu puisse être élu président. Comment est-ce qu'il compte faire ça, en sachant que la Cour constitutionnelle en Roumanie est extrêmement puissante, on l'a déjà vu, et que la Cour constitutionnelle a déjà publié des arrêts qui sont des arrêts pour dire qu'on n'a pas le droit de se présenter pour autre chose que de gouverner.
BNP Paribas mise sur vous, Vincent. On va parler de Boualem Sansal ce matin. On va parler de Boualem Sansal, Vincent, ce matin. Il connaîtra son verdict jeudi et on se prend à espérer une grâce. Le président Macron a dit qu'il souhaitait une issue rapide et le président algérien Abdelmadjid Tebboune lui répond que la crise est dans de bonnes mains pour être réglée. Oui, Abdelmadjid Tebboune dénonce le capharnaüm politique en France. Il n'a qu'un point de repère, son homologue Emmanuel Macron. Et il précise que les problèmes doivent être réglés par ceux que les présidents désignent. Alors tout ça mérite une traduction. Le capharnaüm s'appelle Bruno Retailleau. Le régime algérien a besoin d'ennemis à haïr. Et il aimerait avoir le scalp du ministre de l'Intérieur qui a l'outrecuidance de renvoyer des OQTF d'où ils viennent. La personne désignée est le ministre des Affaires étrangères Attaf. Son interlocuteur sera donc Jean-Michel Barrot. Ça tombe bien, il ne connaît rien à l'Algérie. Jean-Noël. Il va apprendre... Jean-Noël, oui. Vous l'avez appelé Jean-Michel, mais c'est pas grave. Oh, quel lapsus. Il va apprendre à négocier avec des gens qui réclament des excuses, des professionnels formés à l'école soviétique. Il a expliqué hier soir qu'il fallait trouver les voies de la communication dans l'intérêt des Français. Ça promet. Tenir une ligne ferme sera un rôle à contre-emploi. Mais on comprend mieux pourquoi il est allé rompre le jeûne du Ramadan à la Grande Mosquée de Paris. C'est incongru qu'un ministre qui a plein la bouche de la laïcité se prête à ce genre de cérémonie. Personne ne l'imagine à la veillée pascale. Mais le recteur de la mosquée fut le président du comité de soutien à la réélection du président Tebboune, réélu avec 94,6% des voix dans des conditions qui font rire du fond de l'Afrique jusqu'au Kremlin. L'Algérie a bien 2 ambassades à Paris. Une qui boude, privée d'ambassadeurs, et une autre qui fait du business halal, la Grande Mosquée. Alors, les voies de la diplomatie sont tortueuses. Le langage est pire. À Bruxelles, le président Macron a enfin parlé de Boualem Sansal. Il a commencé par « J'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance ». Quand on sait que Boualem Sansal est en prison parce qu'Emmanuel Macron lui a donné la nationalité française et que le régime a voulu se venger du président qui a reconnu les droits du Maroc sur le Sahara occidental, on comprend le mépris dans lequel le régime algérien tient les dirigeants français. En même temps, le président Tebboune est un maître en flagornerie. Au Kremlin, sans rire, il avait salué en Vladimir Poutine un ami de l'humanité. Écoutons encore Emmanuel Macron. Il dit à propos de l'arrestation de Boualem Sansal, on a affaire à un grand écrivain, qui plus est malade. C'est vrai, mais c'est pas la question. C'est parce qu'il est français que Boualem Sansal est aux oubliettes. Si c'était un inconnu, ce serait le même scandale. Enfin, le président pense qu'une issue humanitaire est importante aussi pour l'Algérie. Alors, quand les victimes donnent des conseils aux agresseurs, en général, il les incite à recommencer. Mais pourquoi l'Algérie envisagerait-elle de libérer Boualem Sansal ? Parce qu'il y aura une rançon, des visas, les accords de 68, le business de la Grande Mosquée, le passeport diplomatique de complaisance, la résidence des Oliviers à Alger, qui sait ? Vous aurez la réponse un jour à la question. En attendant, il faut lire 2084, le dernier roman de Boualem Sansal. Ça se passe dans un régime totalitaire, avec son ministère des archives, des livres sacrés et des mémoires saintes pour trafiquer l'histoire, comme en Algérie. Son ministère de la santé morale qui traque les pensées déviantes, comme la police a fouillé les SMS de Boualem. Ses slogans, le mensonge c'est la vérité, la logique c'est l'absurde. Sansal est bien un prophète, il vit depuis 4 mois le cauchemar qu'il avait décrit. Éric Revel, parlons donc de ces réservistes. L'armée française a besoin d'effectifs, on l'a dit. Oui. Les candidatures pour intégrer la réserve opérationnelle sont énormes depuis quelques semaines, mais qu'est-ce que cette réserve opérationnelle ? Alors, c'est la réserve opérationnelle militaire, ce sont des volontaires, ça veut dire qu'ils ont un métier dans le civil. Ils renforcent les capacités de nos forces armées, alors air, terre, mer, pour des missions qui leur sont confiées. Alors, c'est plutôt de la protection du territoire, c'est plutôt du travail en état-major. Il faut avoir entre 17 et 72 ans pour intégrer 17 et combien ? 72. Ah oui. Il faut être en bonne condition physique. Oui. Il faut avoir la nationalité française, bien sûr, avoir un casier judiciaire vierge. Logique. Et puis, c'est payé, c'est rémunéré. Alors, suivant le grade et suivant la mission, je regardais, par jour, ça va de 40 à 200 euros. Par jour ? Par jour, de 40 à 200 euros, cette réserve opérationnelle militaire. Donc, évidemment, vu les menaces extérieures, et peut-être un sentiment de patriotisme, la réserve opérationnelle militaire fait le plein en ce moment. Mais comment la rejoindre ?
Alors, comment la rejoindre? C'est simple, il y a un site, celui de l'armée de l'air, de l'armée de terre et de l'armée et de la marine. Vous inscrivez. Il y en avait 44 535 qui s'étaient inscrits pour la réserve militaire en 2024. L'objectif, c'est d'avoir une réserve militaire à 52 000 en 2026. Depuis le 1er janvier de cette année, ça a explosé. Donc on peut dire qu'on est déjà au-delà des chiffres de 2026, absolument, puisqu'il y a 12 000 candidats qui se sont inscrits pour rejoindre cette réserve militaire opérationnelle, dont, écoutez bien, 7 500 depuis l'adresse du président de la République à la nation, avec sa fameuse phrase « La patrie a besoin de vous ». Eh bien, 7500 personnes, depuis cette annonce, se sont inscrites pour candidater. Mais attention, ils sont pas tous retenus, il y a un filtre, c'est pas si simple que ça. Comment ça se passe? On passe un examen, un entretien? Oui, on a des entretiens en fonction de vos diplômes, de ce que vous voulez faire, des besoins opérationnels immédiats. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu d'embouteillage, c'est-à-dire que si j'en crois, si je lis les déclarations du ministre de la Défense, Lecornu, il y a ceux qui s'inscrivent, puis pour pas décevoir tout le monde, il y a ceux qui seront retenus, mais il y en a d'autres aussi qui ne seront pas retenus. Des hommes, des femmes, bien sûr. Des hommes, des femmes, des jeunes, des plus anciens, puisqu'on peut aller jusqu'à 72 ans. Oui, c'est un regain du patriotisme français. C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'on assiste à un retour du patriotisme? Est-ce que les Français ont pris la mesure des menaces extérieures au moment où la Russie et les États-Unis se sont rapprochés sur le dos de l'Ukraine? Est-ce que c'est un sentiment de patriotisme? Est-ce que c'est aussi, pour certains, le goût d'une aventure? Toutes les questions, évidemment, sont sur la table. Si on fait le décompte et qu'on regarde de quelle force nous disposons aujourd'hui, vous avez 60 000 réservistes des anciens militaires d'active qui sont rappelables jusqu'à 5 ans. Si vous ajoutez à cela les 140 000 réservistes mobilisables en tout, c'est 60 000 plus ceux de la réserve opérationnelle, plus les 200 000 militaires de nos armées de terre, de mer et de l'air, vous avez une vraie force de frappe, sans doute sans équivalent en Europe, l'armée française. À part la Pologne peut-être. À part la Pologne peut-être, avec cette réserve opérationnelle. Avec vous, François Langlais, et EDF aura donc bientôt un nouveau patron, puisqu'Emmanuel Macron a décidé de limoger le précédent, Luc Rémont, qu'il avait lui-même nommé il y a 2 ans. Pourquoi? Il paye le fiasco annoncé des EPR, c'est ça, François? Écoutez, le déclenchement de la crise a été tout autre. Il s'agissait de tarifs de l'électricité pour les industriels français. EDF voulait pratiquer une mise en chaire de son électricité de façon à en tirer le meilleur prix. Bon, les clients braillaient évidemment, et l'État, actionnaire exclusif d'EDF, aussi, parce que tous estiment qu'EDF doit soutenir l'industrie française à un moment où les délocalisations menacent, et en Chine et aux États-Unis, 2 pays où le prix de l'énergie est beaucoup moins cher que chez nous. Mais c'est vrai qu'à l'horizon, il y a la crise des EPR, une crise qui, contrairement à cette affaire de tarifs, va pas se régler facilement. Et alors, quel est le problème ? Écoutez, EDF est tout simplement dans l'incapacité de fournir les plans détaillés des nouvelles centrales. Ça hypothèque évidemment le démarrage du programme et de son financement. Ça fait pourtant 3 ans que le nucléaire a été officiellement relancé par le discours de Belfort, d'Emmanuel Macron. On doit en principe construire 6 centrales nouvelles, 6 au moins. Et alors pourquoi EDF est-elle dans l'incapacité de fournir ces éléments ? Complexité technologique abyssale de cet objet industriel unique au monde, qu'est le PR2, à cause aussi des pertes de compétences de notre électricien, et qui n'a plus construit de centrale pendant des décennies. Bon, ça veut dire, si je vous comprends bien, qu'on n'aura pas les nouvelles centrales en temps et en heure. C'est sûr, c'est très probable en tout cas. Le calendrier et les enveloppes budgétaires ont déjà dû être modifiés sensiblement. On serait à plus de 70 milliards de coûts. Certains vont pronostiquer jusqu'à 100 milliards. Ça rappelle bien sûr les mésaventures de l'EPR1 à Flamanville, qui a pris plus de 10 ans de retard et qui a coûté finalement plus de 20 milliards. Bon, mais il y a quand même des EPR qui fonctionnent dans le monde, non ? Pas tant que ça. Il y en a un en Finlande qui marche en effet depuis peu, après des années de déboires. Il y en a également en Chine. C'est le paradoxe, c'est en Chine qu'on a construit le plus vite le PR, c'est en Chine qui marche le mieux, alors que c'est une technologie française. Au point qu'un bon connaisseur du dossier me disait hier que si nous voulions nos réacteurs dans les temps, il allait falloir faire appel au savoir-faire des Chinois. Un comble. Ah oui, en effet. Et comment réagit EDF ? Vous savez, EDF, c'est un peu comme la Légion romaine qui construit une carapace avec ses boucliers. Pas de remise en cause, on continue sur la technologie qui est la meilleure du monde, dit-on. Bon, faut espérer qu'il ait raison. Tout ça rappelle quand même notre fusée Ariane
Elle aussi, merveille technologique, coûteuse, complexe. Bon, au moins elle fonctionne, elle. Mais à force de s'accrocher à la technologie initiale, on a laissé passer dans le spatial des innovations moins coûteuses, comme la fusée réutilisable. La cathédrale technologique, c'est malheureusement un syndrome français. Merci beaucoup François, il est 7h40. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.